il faut utiliser le grattoir pour enlever les croûtes et désinfecter. Si on utilise un trocard, c'est déjà arrivé sur d'autres centres, j'ai déjà vu ça, il faut éviter, ça peut léser l'orifice qu'on est en train de créer, et du coup on ne pourra plus continuer le buttonol sur cette partie-là. Et ne pas utiliser ses ongles, j'ai déjà vu ça avec des patients. La 6e séance, donc on peut essayer avec des aiguilles moussées en première intention. On essaye avec une aiguille moussée, si ça ne passe pas, on reprend une tranchante. Ce qu'il faut bien respecter, c'est laisser l'aiguille se faire un peu aspirer dans ce tunnel et ne pas faire de faux trajets, ne pas faire un entonnoir derrière, parce qu'après, s'il y a trop de faux trajets derrière, on peut recréer un buttonol ailleurs parce qu'on n'arrivera jamais à le faire à cet endroit-là. On n'arrivera jamais à arriver devant le clapet de la fistule. Et on renouvelle cette étape à chaque fois. Donc voilà, pour le succès d'un buttonol, il faut qu'on ait du temps nécessaire pour le créer. Ça demande une organisation des soins, de respecter le protocole en vigueur, de respecter tous les critères pour créer le buttonol, et il faut prendre en compte le patient dans l'éducation, surtout s'il a un projet d'autoponction. Alors j'ai plusieurs retours d'expérience de patients qui ont des buttonols qui disent voilà, la ponction est plus facile à faire soi-même avec le buttonol, c'est moins stressant. Je n'aime toujours pas utiliser mes aiguilles tranchantes lorsque j'en ai besoin. Alors, on peut utiliser une aiguille tranchante après un long week-end, imaginons, parce que ça sert à boucher un petit peu, donc le patient peut être amené à utiliser des aiguilles tranchantes. Même quand je pars en vacances dans un centre, je préfère me piquer, car j'ai moins mal. Ça, on en a plusieurs, même des patients en hémodialyse quotidienne à domicile, quand ils reviennent en repli, ils continuent à se piquer, eux-mêmes. Et j'accepte plus facilement les aiguilles buttonol, car j'ai trop peur des aiguilles tranchantes. J'ai également un retour d'un patient qui a un buttonol. Donc c'est un retour, c'est audio, donc je vais vous passer la bande pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous, voilà, je m'appelle William Moury, je suis en visio pour les dialyses, je suis atteint d'une polykystose rénale qui est héréditaire. J'ai ça de ma maman et voilà, ça fait 4 ans et demi que je dialyse. J'ai eu il y a 1 an et demi une greffe de rein qui n'a pas fonctionné et pour l'instant je repars, je suis en autodialyse à Lons-le-Saunier et voilà, je suis le premier patient autodialyse à Lons-le-Saunier et là j'ai appris la machine et tout va bien. Donc voilà, c'était sa présentation. Et également poser une autre question, c'était comment s'était passée la création du buttonol pour ce patient-là. D'accord. Et bien voilà, donc effectivement, je me suis fait faire un buttonol parce que au début de mes dialyses, les premières dialyses, les 2-3 premières, c'était pas formidable. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, comme beaucoup de personnes quand on commence les premières dialyses. Voilà, et en fait, quand j'ai vu la taille des aiguilles, voilà, j'avais plutôt quelqu'un qui faisait des malaises vagos, et c'était un petit peu compliqué. J'avais peur à chaque dialyse, et j'étais à Chalon-sur-Saône, à l'hôpital, et le docteur Dubourg m'a expliqué que, effectivement, au niveau cerveau, ça allait piquer, donc ça allait faire mal, donc je me mettais en mode danger, et on m'a expliqué qu'à partir du moment, si je voulais essayer de me piquer tout seul, le cerveau ne serait plus en mode danger, ça va faire mal, mais serait en mode concentration sur ce qu'on va faire. Donc un matin, on a décidé d'essayer que je me pique seul. J'ai fait une aiguille, l'artère, ça a été, ils m'ont fait la veineuse, et la dialyse d'après, eh bien, je suis parti à me piquer tout seul. Et depuis ça fait plus de 4 ans, voilà, les infirmières ne touchent pas mon bras, c'est moi, je connais mes veines, je connais mes vaisseaux, et l'avantage que j'ai du buttonol, c'est que la fistule reste très correcte, et puis je pique toujours au même endroit. Donc je n'ai pas le bras abîmé, juste les trous des aiguilles forcément, mais voilà, par rapport à d'autres personnes que j'ai pu voir en descente qui ont des bras plus ou moins abîmés, c'est l'avantage du
tonneau, on pique toujours au même endroit, donc eh bien, on abîme beaucoup moins son bras. Voilà. Donc j'avais également demandé à ce patient-là quel a été le délai de création pour son buttonall. Alors à mon souvenir, je crois que ça a pris, il faut bien 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines, pour bien que les trous soient au bon endroit, puisque quand on restitue, quand on enlève les aiguilles, on met un petit truc en plastique pour que le trou reste. Et voilà, dans les débuts du tonneau. Et après, on n'en a plus besoin puisque le chemin est fait. Alors ma prochaine question est importante. Je lui ai demandé s'il a eu des soucis avec son buttonall depuis la création. Absolument pas. Absolument pas. J'ai fait plusieurs doublères de contrôle, comme tout le monde, et ma fissure est restée impeccable. Alors du coup, la question c'était est-ce qu'il ressent une douleur ou pas, une différence de douleur entre une ponction classique ou une ponction en étant en buttonall? Oui, il y a moins de douleur. Il y a moins de douleur parce que le capé est formé. Donc en fait, une fois qu'on met l'aiguille, on est directement sur le capé et en fait on se fait bien sûr moins mal puisqu'on perce toujours au même endroit. Donc la partie veineuse est habituée au même endroit aux aiguilles, ce qui est différent quand on pique un peu partout sur le bras. Et ma dernière question pour ce patient, c'était est-ce qu'il recommandait le buttonall à d'autres patients? Ah oui. Oui, d'ailleurs, je le recommande. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire un travail sur soi-même pour pouvoir se piquer tout seul. C'est une démarche à faire dans son état d'esprit. Mais oui, moi, j'en suis très content. Je me pique tout le temps moi-même. À force, forcément, on connaît le trajet des vaisseaux. Donc, en fait, on se fait pas mal. Et puis, tout va très bien. Donc, sur le buttonall, en tout cas, ce qu'on remarque, nous, de notre expérience, c'est que l'UDM, ça demande une organisation, en tout cas pour la création importante avec les infirmières. Il y a une augmentation du nombre d'accueils de vacanciers ayant un buttonall sur nos centres. Le patient préfère se ponctionner lui-même lors de replis, quand il est en ponction classique ou même buttonall. Et le patient doit savoir se ponctionner avec des aiguilles tranchantes en cas de besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nos difficultés, c'est quand il y a une présence d'un hématome sur une ponction où là, ça peut déplacer le tunnel et on n'arrive pas devant le clapet correctement. Le saignement autour de l'aiguille qui peut arriver aussi, comme une aiguille classique. Un problème de tunnel suite à des ponctions avec des aiguilles tranchantes, sans respecter l'angle du tunnel. Le tunnel, on fait des faux trajets. Alors, s'il y a trop de faux trajets, c'est ce que je vous disais, il faut créer un nouveau point, c'est obligé. La dernière, c'était l'effet trampoline rebond au moment de la ponction avec l'aiguille émoussée à cause de... Il y a deux choses. Soit le déplacement du clapet de la fissure par rapport au tunnel, suite à un non-respect de la position du bras ou la mise en place d'un garrot qu'il n'y avait pas. Si échec à répétition, on reprend des aiguilles tranchantes sur la séance. Et par voie du vaisseau trop épaisse, on peut exercer une pression un peu plus importante peut-être l'aiguille. Alors j'ai dit un peu importante, pas trop forte. Et on reprend, si ça ne marche pas, on reprend une aiguille tranchante sur cette séance-là, et la prochaine, on va reprendre une aiguille émoussée. Tout simplement. Alors, c'est une technique qui préserve la fistule. Elle est présentée quasi en systématique sur les projets domicile. Alors, pourquoi elle n'est pas présentée en systématique sur nos centres de dialyse pourquoi, on ne dirait pas, tous nos patients, on les met en buttonall, et si contre-indication, on les met en ponction classique. Si oui, comment? Ça veut dire qu'il faudrait former l'ensemble des infirmières des centres, soit à peu près 154 infirmières en 2023. Il y aura peut-être moins de problématiques pour faire les plannings, en tout cas pour les périodes de création. Et puis on aurait peut-être encore une meilleure expertise de nos infirmières sur nos centres, sur cette technique. On peut se questionner aussi sur le format de formation. Est-ce qu'on accompagne les équipes plus encore en présentiel sur la totalité de la première éducation en buttonall? Aujourd'hui, on vient en ponctuel.
Est-ce qu'on devrait rester sur la totalité 2-3 semaines pour accompagner l'équipe? Est-ce que le butanol pourrait aussi être une aide à développer l'autodialyse assistée? Ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est peut-être un levier? Et puis, si c'est le levier pour l'autodialyse assistée, ça permettrait peut-être d'avoir une flexibilité horaire du patient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit aux patients de venir voilà, 7h30, 7h45 en autodialyse. Pourquoi on ne pourrait pas lui dire venez entre 7h30 et 9h30 et puis voilà, vous êtes en autonomie, il y aura une infirmière, mais avec un peu plus de flexibilité pour le patient. Je voulais terminer juste par 2 petits cas pratiques. Alors, Monsieur N, 59 ans, qui dialyse en UDM puis en autodialyse. Il a une fistule radiocéphalique depuis juillet 2021 sur son bras non dominant, suite à une polykystose hépato-rénale. Alors, est-ce que pour ce patient-là, c'est très simple, est-ce que la création du butanol pour le mois de mai serait possible pour ce patient-là? Alors, ceux qui pensent que oui, on pourrait créer un butanol, levez la main pour savoir un petit peu votre avis là-dessus. Alors, on a quand même pas mal de mains. Alors, oui, ce patient-là, il est en autoponction, sans garrot, et puis son butanol, voilà, on a bien créé ensemble. En tout cas, oui, on peut le faire. Le dernier cas, c'est Madame M, 58 ans, qui a déjà été greffée. Elle dialyse en UDM, puis en HDQ à domicile, 6 jours sur 7 à sa demande. Elle est toujours en activité. Elle a une phase humérobasilique, donc assez haute. Sa fistule est mature. Par contre, elle est un peu mobile, et puis elle est sur le bras dominant. Les ponctions sont délicates en UDM par les infirmiers. Est-ce que pour cette patiente-là, elle pourrait avoir un butanol? En tout cas, selon vous, en levant la main, qui pense qu'elle pourrait avoir un butanol? Alors, il n'y a pas beaucoup de mains cette fois-ci, mais oui, cette patiente-là, elle se pique elle-même. Pas évident, même si sa fistule est sur le bras dominant, avec un très léger garrot. Et elle est à domicile avec un butanol, elle se pique beaucoup mieux que si on la piquait nous. Merci à vous. Merci Benjamin pour cette présentation. Merci d'avoir pensé à interviewer un patient dont l'éducation a été réalisée à Chalon-sur-Saône par 2 infirmières qui sont d'ailleurs présentes ici et qui ont bien œuvré. La preuve, c'est que ça a fonctionné. Nous, ça fait effectivement très longtemps qu'on éduque les patients en butanol parce que on pense surtout pour les patients d'HDQ que de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, entre guillemets, si on veut pouvoir avoir des fonctions quotidiennes pour les patients à domicile, c'est un peu difficile de faire autrement. Malgré tout, comme vous avez dit, je pense qu'il faut vraiment un protocole très strict. Le succès, c'est aussi que ce soit toujours la même infirmière pendant un certain temps pour qu'on respecte le même angle, le même trajet, parce que l'infirmière aura eu l'habitude de faire la ponction et va retrouver le trajet sans difficulté. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les infirmières de Chalon veulent intervenir d'ailleurs sur le butanol? Oui, Béatrice? Je voulais juste te dire que nous, notre difficulté est souvent par rapport à l'aiguille émoussée. D'ailleurs, ce monsieur-là, quand il est parti, il se piquait effectivement sans souci, mais toujours avec des tranchantes. Et à chaque fois, il avait du mal à les monter avec des aiguilles émoussées et on repassait aux tranchantes. Ça ne pose aucun souci, mais c'est vrai que ça a toujours été notre difficulté de passer de l'aiguille tranchante à l'aiguille émoussée. Alors, pour essayer de pallier à ça, l'astuce, c'est de prendre une aiguille tranchante d'une gauche supérieure et une aiguille bio d'une tranche d'une gauche inférieure, ce qui permet de favoriser le clapet. Il y avait une autre question. Juste, nous, sur l'hôpital, on n'utilise pas le plug parce qu'on n'a pas cette habitude. On n'a pas l'impression que ça retarde le tunnel. Je ne sais pas en pratique. Alors, le clou ne retarde pas. Enfin, en tout cas, pour nous, on remarque que ça favorise la création. Après, j'ai déjà vu des équipes
extérieur qui n'utilisait pas de grattoir en plastique ni de clous, de plug pour la création du buttonneau. On met peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas c'est faisable aussi. Docteur Nicolas Devant, s'il vous plaît. C'était un petit peu la même remarque que nos collègues infirmiers. Nous, on a 2 patients qui sont en fait en mode hybride. Ils ont un tunnel, mais qui n'arrivent pas à fonctionner avec des aiguilles émoussées. Et donc, ils utilisent le tunnel avec des aiguilles biseautées. Bon, finalement, ça se passe très bien. Ils sont à domicile en autoconsul. Oui, j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Alors, ce que vous disiez, je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut faire. C'est une technique qu'on doit tous connaître, surtout dans nos régions Franche-Comté et Bourgogne. C'est peut-être plus Franche-Comté que Bourgogne, parce qu'on a beaucoup de vacanciers de nos voisins suisses. Et vous l'avez fait remarquer, en Belgique, il y a beaucoup de buttonnoles, mais en Suisse aussi. Nous, on a eu plusieurs fois aussi des patients en Suisse. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait intégrer aussi dans la formation. Je parle de la formation à Auxerre et à Besançon, voire pour essayer d'intégrer la technique du buttonneau quand même pour qu'au moins les infirmières puissent la connaître, parce que c'est dommage de pouvoir accueillir des patients en vacances qui ont habituellement le buttonneau et que la technique ne soit pas connue et qu'on repasse à des aiguilles tranchantes. Voilà. Et juste une petite remarque pour la formation. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la communication suivante. Et donc, c'est Madame Monteil, qui avait été citée déjà tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, elle monte carrément sur le podium. Évidemment, très attendu. Et donc, elle va nous présenter une communication qui m'intéresse, évidemment, sur les relations entre le cas de santé et l'IPA, ensemble au bénéfice de la qualité et de la prise en soin du patient. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau et qui peut parfois poser des problèmes de compétences, de degré voilà, de la façon dont on doit prendre en charge, qui prend le patient en charge, de quelle façon, avec quel périmètre, etc. Donc vous allez répondre à toutes ces questions. Donc, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Donc je me présente, Virginie Monteil, donc je suis la cadre infirmière des unités de Besançon et Pontarlier. Je vous propose pour cette dernière présentation une réflexion. J'ai eu la chance d'accueillir en 2022 la première IPA Santé Lys Bourgogne-Franche-Comté, donc Amélie, que je cite, Amélie Perrault, qui travaille sur Besançon-Pontarlier depuis donc 2022. Voilà. Je vais vous exposer donc moi une réflexion, alors c'est en lien aussi avec la première présentation de la journée sur le travail de recherche de terrain, des professionnels aussi, infirmiers, cadres. Donc c'est une réflexion sur le thème suivant, donc cadre de santé et IPA ensemble au bénéfice de la qualité de la prise en soin des patients. Alors au niveau du contexte, pourquoi ce sujet ? Tout commence l'année dernière au congrès de la FIDTN auquel j'ai eu la chance de participer. De très nombreuses présentations étaient faites par des IPA et parmi les sujets qui parlaient de la collaboration d'équipe, j'ai été assez surprise de constater que ces IPA mentionnaient très rarement, pour certaines pas du tout dans leur présentation, ne faisaient pas mention au cadre infirmier. Donc voilà, j'ai fait ce constat-là et j'ai en effet le souvenir d'une IPA qui expliquait comment elle a pu travailler avec son équipe dans un service de dialyse dans lequel elle exerçait pour mettre en place des choses avec les infirmières pour faire face à un contexte très difficile vécu par l'équipe de démission, de turnover des professionnels. Elle a mis en place un café des professionnels. C'était vraiment une très belle présentation.
Et elle a exposé comment elle a pu remettre de la communication dans cette équipe, améliorer les choses. Et j'ai été interpellée car dans cette présentation,